Bienvenue à cette séance et merci d'être venu. Je me présente rapidement, je suis Sergio Dos Santos, je suis développeur chez Xebia. Aujourd'hui, je vous propose une petite introduction au sujet du service mesh. Ça ne va pas être un règle, ça va plus être l'occasion de partager avec vous mes découvertes sur le sujet. Donc, je vous propose le programme suivant. On va parler des origines du service mesh. On va voir qu'est-ce que signifie ce terme. On verra quel problème cette proposition essaie de résoudre. On verra ensuite comment ça marche, quels sont les principes de fonctionnement. On verra quels sont les principaux outils disponibles qui permettent de le mettre en place. On fera un focus sur un outil en particulier. On verra ensuite ce qu'on peut en faire, les fonctionnalités proposées principales et quels vont être les apports sur notre projet. Alors on fait un petit retour en arrière. On est aux alentours de 2013-2014. Il y a les architectures microservices qui pointent le bout de leur nez. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique et tous les avantages et les inconvénients, mais on va dire qu'un des buts des microservices, ça va avoir un gain en agilité. C'est-à-dire qu'on va avoir des services qui vont être gérés en autonomie par des équipes potentiellement différentes, qui vont porter une fonctionnalité. Et ce que ça nous permet, c'est qu'on va avoir des cycles de déploiement qui vont être potentiellement plus courts. On va livrer des fonctionnalités et des correctifs plus rapidement. On sort du mode monolithique où on a des releases tous les 6 mois. Néanmoins, ça a des inconvénients, c'est qu'on va avoir forcément plus d'applications à déployer. On va devoir aussi, notamment, remplacer tout ce qui va être appel de fonctions en interne à l'application par des appels réseau. Donc tout ça, ça pose une problématique, ça introduit une complexité à gérer la communication. Qu'est-ce que je fais lorsque je suis en train de déployer, par exemple, le service user qui est en même temps utilisé par les services web app et carte? Comment est-ce que je m'assure de ne pas casser toute ma plateforme en termes de communication? Un petit peu après, ou un petit peu en même temps, on a la conteneurisation qui arrive. L'idée, c'est de pouvoir packager son application, son runtime, ses librairies système dans une image qui va nous permettre d'avoir des déploiements qui vont être plus reproductibles, répétables. On va avoir une souplesse aussi au niveau des déploiements. On va pouvoir embarquer le langage qu'on veut, le runtime, les frameworks qu'on veut. On n'a pas besoin d'avoir de prérequis sur la machine au préalable. La suite logique, c'est l'orchestration. Donc là, on va gagner encore en souplesse en termes de déploiement. On va gérer avec les orchestrateurs des services, des déploiements. On va décrire un état cible. Et en fait, c'est l'orchestrateur qui va se charger d'arriver à cet état cible sur notre plateforme. Donc on va en fait juste dire j'ai besoin d'un nombre d'instances, d'un certain niveau de service, et c'est l'orchestrateur qui va gérer le failover, la mise à jour, la scalabilité. On va aussi potentiellement faire plus rapidement, avoir la possibilité d'avoir plusieurs versions déployées facilement grâce aux orchestrateurs. On va même jusqu'à parler d'infrastructure immutable, c'est-à-dire que les conteneurs, on ne va pas s'amuser à changer la configuration à l'intérieur, on va remplacer les conteneurs, on va ajouter de nouvelles versions et on va supprimer les anciennes. Donc toujours, ça amène une question en termes de communication. On va avoir des services qui vont être dynamiques, qui vont changer d'adresse tout le temps, en fonction du failover, des mises à jour, etc. On va avoir des conteneurs qui vont s'ajouter, supprimer très rapidement. Et en fait, ça soulève plein de questions sur la communication entre services. Donc derrière cette question qui est générique, on en a en fait plusieurs. Bon, le but principal, c'est bien sûr de retrouver l'IP et le port du service que je veux contacter. Mais ça amène des questions qui vont être comment est-ce que je découvre les services, les instances disponibles d'un service, combien est-ce que d'instances sont disponibles à un instant T, quelle est la plus proche en termes de latence réseau, quelle instance est disponible en état de marche, quelle version servir parmi toutes les versions disponibles, comment est-ce que je requête, est-ce que j'utilise des pools de connexion, est-ce que je configure mes timeouts correctement, comment est-ce que je sécurise mes échanges entre services, est-ce que je vais plutôt appliquer des stratégies réseau, je vais isoler avec des firewalls, avec des VLAN, est-ce que je chiffre la communication de bout en bout entre tous les services, est-ce que je vérifie les tokens, etc. etc. D'autres questions en termes de résilience, qu'est-ce que je fais en cas d'erreur? Est-ce que je rejoue mes requêtes? Est-ce que je me protège, moi, vis-à-vis d'erreurs d'autres services? On a par exemple du circuit breaker qui peut être appliqué. Est-ce que je me protège aussi face à des saturations? Est-ce que je mets en place du rate limiting? Comment est-ce que je gère aussi les montées de version? Comment est-ce que je peux faire du blue-green, du canary, de l'A/B testing? Tout ça toujours dans une optique de communication. Donc vraiment, les mots-clés, ça va être comment est-ce que je sécurise ma communication, comment est-ce que je la rends fiable et performante dans ce contexte microservice orchestration. Alors bien sûr, il y a des outils qui ont émergé pour pallier à ces problématiques, notamment Service Discovery. Donc le principe, c'est d'avoir un annuaire auprès desquels les services vont s'enregistrer. Et ensuite, d'autres services peuvent consulter cet annuaire pour savoir où sont les instances disponibles. Il y a des outils tels que Zookeeper, Consul, etcd, Eureka. On ne va pas faire le listing intégral, mais c'est pour vous donner une idée. Ensuite, des outils, load balancing, là c'est plus classique. On va avoir des load balancing côté infra. Donc là, ça va être un élément en plus à déployer dans notre infrastructure. Chose classique, typiquement, on a du Nginx, HAProxy. On a aussi des outils tels que Trafic qui permettent de se brancher directement à l'annuaire de service et le load balancer va se mettre à jour automatiquement en fonction des enregistrements des services. On a aussi, un peu plus anecdotique, du load balancing côté client.
Je pense notamment à la librairie Ribbon de Netflix, qui permet de choisir l'instance avec laquelle on va communiquer côté application. Pour tout ce qui est tolérance à la panne, on va avoir des historiques, ils vont mettre en place des mécanismes de robustesse, des timeouts, du circuit breaker, etc. On a d'autres outils, bien sûr, là c'est spécifique à Java. Pour tout ce qui est métrologie, on a du Metrix, on a des agents JMX exporteurs qui fonctionnent très bien avec Prometheus. Côté tracing, on a de l'open tracing et qui se branche sur du Jagger. Pour du versionning, on a souvent plus soit des solutions côté infra, soit des solutions custom côté application. Donc en fait, on a plusieurs problématiques qui émergent de ça. On a la problématique côté infra. Donc déjà, les solutions côté infra, on va avoir une perte d'autonomie du service, on va avoir une configuration qui va être déportée dans un outil externe, et cet outil va souvent être commun à plusieurs services. Concernant les solutions côté librairie, le problème, c'est qu'on va être dans une approche qui va être spécifique au langage, spécifique au framework. À chaque fois qu'on va avoir une application sur une nouvelle stack, on va devoir mettre en place un outillage spécifique. On n'a pas la possibilité en fait, d'avoir une configuration de tout l'aspect communication qui va être d'une part autonome au niveau du service et à la fois homogène en termes sur toute la plateforme. Donc en fait, l'idée, c'est que je ne veux pas configurer une dizaine d'outils quand je veux modifier la façon dont un service communique avec un autre sur ma plateforme. J'ai envie d'en avoir un seul. Donc bien sûr, c'est là qu'intervient le service mesh. L'idée du service mesh, c'est quoi? C'est d'avoir une couche qui va être dédiée à ces aspects de communication. On verra qu'on peut parler de communication as a service, puisque c'est la plateforme qui va fournir cette couche de communication. On va pouvoir aussi parler de communication as code, puisque les échanges vont être exprimés par de la configuration. Et donc le service mesh, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, ça va être juste un réseau de proxys applicatifs qui vont communiquer entre eux. Donc l'idée, c'est d'alléger les applications de l'outillage qu'on vient de voir, et aussi de placer cet outillage dans un outil unique, et cet outil sera le même pour toutes les applications. Et le service mesh, au final, ça va être l'ensemble du réseau défini, enfin l'ensemble de ce réseau de proxys, plus les échanges entre les différents proxys. Donc contrairement aux solutions infra, où j'ai un load balancer qui va être déployé à l'extérieur de un peu plus loin que mon service, l'approche service mesh fait en sorte de rapprocher le proxy du service. On va voir qu'en fait, le mode privilégié pour le service mesh, ça va être d'avoir un proxy pour chaque instance applicative, chaque conteneur. Ça va être le pattern sidecar sur Docker. Ensuite, une idée forte, c'est que ce réseau de proxy va être piloté de manière centrale. Donc la configuration sera homogène et on va pouvoir distribuer, propager cette configuration sur l'ensemble de nos proxys puisqu'il est unique pour toute la plateforme. Juste une petite remarque, service mesh, au final, ce n'est pas forcément une révolution ou des nouveautés, mais c'est plus un changement de localisation des fonctionnalités. C'est-à-dire que toutes ces fonctionnalités-là, classiques qu'on a au niveau load balancing, résilience en termes de communication, etc., c'est des choses qu'on va juste mettre au niveau du proxy, on ne va pas apporter une nouveauté fondamentale. Donc il y a quand même un petit changement. Donc si je prends une application qui veut communiquer avec un service externe, on va avoir un client. Et ce client, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire passer les appels par un proxy qui va apporter une certaine intelligence en termes de communication. Typiquement, on va passer par un pool de connexion, on va configurer un timeout, on va mettre en place avec Xrix du circuit breaker, etc., du rejeu de requêtes, etc. Donc l'idée, c'est que dans cette approche-là, approche classique, le proxy il va être à l'intérieur de l'application, donc il va être spécifique au langage. Dans le cadre du service mesh, la seule petite différence, c'est que ce proxy-là, on le met à l'extérieur de l'application. Donc on a toujours un client qui veut communiquer avec un service externe. En revanche, pour pouvoir communiquer, il va passer par un proxy qui est à l'extérieur. Les avantages de cette approche-là, c'est qu'en fait, le proxy va être indépendant du langage, du framework, et on va pouvoir faire en sorte que ce proxy soit unique tout au sein de la plateforme. Un autre avantage, c'est que l'application n'a pas besoin d'avoir connaissance du proxy a priori. Donc on n'a pas besoin de modifier l'application dès qu'on veut faire un changement au niveau de la configuration de ce proxy. Alors, quels outils permettent de mettre en place ce pattern-là? Alors, moi, j'ai fait une petite recherche. On en a essentiellement deux. On a Linkerd. Alors, le nom vient de Dynamic Linker of Microservices. Et c'est une version, ils avaient une version V1 qui était pas mal utilisée. Ensuite, ils ont fait un fork qui était dédié à Kubernetes. Ce fork a été réintégré dans la version V2 de Linkerd. Et V2 donc, qui fait un focus sur Kubernetes. Il y a également Istio. Alors, le nom vient du grec naviguer. Pour rappel, Kubernetes veut dire capitaine aussi en grec. Et c'est un outil qui est un peu plus récent. La V1 date de cet été. Et l'outil a un peu plus d'1 an.
Alors, il supporte bien sûr Kubernetes, mais il supporte aussi d'autres cibles d'autres cibles de déploiement, notamment Nomad Consul. Et une particularité, c'est qu'ils appuient sur un proxy qui va être externe, qui ne fait pas partie de Istio, qui s'appelle Envoy. Envoy, c'est un proxy de niveau 3-4, donc qui gère le TCP, mais qui a aussi des fonctionnalités de niveau 7. Donc il va pouvoir gérer tout ce qui va être redirection HTTP, il supporte aussi HTTP2, gRPC. Et les avantages, c'est qu'il va supporter un peu toutes les problématiques qu'on essaie, il va apporter des solutions à toutes les problématiques qu'on a évoquées avant. Typiquement, il va nous être capable de faire du load balancing, de faire du traffic management, d'injecter des erreurs, faire du circuit breaker et sécuriser aussi les échanges. Donc ça, c'est une des possibilités que l'outil fournit. Pour la suite du talk, j'ai choisi un petit peu arbitrairement d'illustrer les principes avec Istio, parce que la documentation m'est parue un petit peu plus abordable et que je trouvais l'outil plus adaptable à des contextes différents. Et même si j'aime bien Nomad et Consul, je vais démontrer sur Kubernetes, parce que c'est quand même l'outil le plus standard. Alors en parlant de Kubernetes, on va faire quelques rappels. Dans Kubernetes, un pod, c'est un ensemble de conteneurs qui vont être déployés sur une même machine. Et il y a une caractéristique, c'est que les conteneurs dans un pod partagent la même pile réseau, et donc on va bénéficier d'une isolation au niveau réseau. Et Istio tire énormément avantage de cette caractéristique, c'est-à-dire que quand je vais déployer un conteneur qui correspond à une instance applicative, Istio va être capable d'accompagner ce conteneur au sein du même pod d'un proxy Envoy. Et ce proxy-là, en fait, au sein du pod, on va avoir des règles IP tables qui vont faire en sorte de rediriger tout le trafic par le proxy. C'est-à-dire que quand le conteneur A veut communiquer avec le conteneur B, le conteneur A va à son insu, va échanger avec son proxy qui est au sein du même pod. Le proxy va ensuite communiquer avec le proxy du pod B, et c'est le proxy du pod B qui communique avec le conteneur A. L'idée, c'est qu'on n'aura jamais de communication en direct, tout va être contrôlé par les proxys. Et donc justement, ça offre une possibilité, c'est que toute la communication, on va être capable de la contrôler avec les proxys de manière uniforme au sein de toute la plateforme. Et c'est là qu'est l'avantage du service mesh. Comment est-ce que ça s'intègre au sein de toute la plateforme Istio? Alors l'architecture, on va faire un petit focus. Donc là, tout en haut, on a ce que je vous ai montré, donc avec des conteneurs qui communiquent avec leur proxy, ils communiquent avec des proxys d'autres conteneurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le data plane. Et ce data plane, bien sûr, il est configuré avec ce qu'on appelle un control plane. Et en fait, control plane, il est composé de plusieurs composants. Je vais faire un focus sur 3 en particulier qui vont être pilote, mixer, citadel. Alors, pilote, en fait, comme son nom l'indique, son but, c'est de piloter les proxys. Donc, c'est lui qui va créer et maintenir à jour la configuration des proxys en fonction des changements de l'état de la plateforme. Typiquement, sur Kubernetes, on va avoir un adapteur qui va écouter tous les événements qui se passent sur la plateforme. Typiquement, j'ajoute un conteneur sur mon cluster. Et donc, c'est cet adapteur qui va ensuite propager la configuration. Donc, il va en premier lieu créer un proxy pour le nouveau conteneur et ensuite mettre à jour la configuration des autres proxys. L'idée aussi, c'est que ce composant-là a une architecture modulaire, donc il va pouvoir supporter plusieurs plateformes en plus de Kubernetes. Vous comprenez avec ce schéma-là comment c'est possible. Deuxième composant que je voulais illustrer, c'est Mixer. Il a 2 fonctionnalités essentielles qui vont être la première qui va être liée à la télémétrie. Donc l'idée, c'est que les proxys vont envoyer des métriques à ce composant-là. Donc ça va être des métriques, des traces d'appel, les logs aussi des proxys. Et ensuite, via un mécanisme d'adapteur, on va être capable de propager ces informations à d'autres systèmes. Typiquement, on va pouvoir le propager sur Prometheus pour tout ce qui va être métrique, Datadog, FluentD pour les logs, etc. La deuxième fonctionnalité de Mixer, ça va être récolter, en fait, les proxys vont envoyer des requêtes à Mixer pour évaluer l'autorisation de la requête. Typiquement, si une requête on peut configurer des règles qui vont dire est-ce que la requête A entre le système A et le système B est possible, et en fait ces règles-là vont être évaluées au niveau de Mixer. Donc ça va me permettre de faire de l'autorisation un peu fine et aussi de gérer par exemple du rate limiting. Le dernier composant que je voulais illustrer, c'est Citadel. Donc là, Service Mesh, on est plus dans une approche où on va partager le réseau, on ne va pas forcément isoler les services, donc pour sécuriser les échanges, on va quand même faire un focus sur la couche transport. Donc on a la possibilité, via ce composant, de déployer, de mettre en place du TLS entre chaque service et aussi en entrée de nos services mesh et en sortie. Donc en fait, Citadel, ça va être le composant qui va faire
office d'autorité de certification au sein de toute la plateforme. Donc il va générer des certificats en interne et les déployer dans les proxys de tous les conteneurs. Il supporte bien sûr l'import de certificats externes quand vous voulez, par exemple, en entrée, exposer un certificat qui va être reconnu par un navigateur, une application mobile. OK, donc là, on a une vision un peu globale de la plateforme, mais qu'est-ce qu'on peut en faire derrière? Alors, une des premières choses qu'on va faire, c'est gérer du trafic. Donc là, on va se mettre dans un exemple où j'ai un service user qui veut communiquer avec un service repository. Alors, le service user, en fait, le service repository, il y a plusieurs versions. Il y a des pods en V1 et des pods en V2. Et ce qu'on veut pouvoir faire, par exemple, c'est dire je veux envoyer 75% de mon trafic sur la version V1 et 25% sur la V2. Donc pour ça, on va avoir des règles qui vont être évaluées au niveau des différents proxys. Et pour définir ces règles, on a deux types de ressources. On a la notion de virtual service. En fait, virtual service, c'est une notion donc Istio qui va permettre de configurer des règles qui vont exprimer est-ce que je cible tel service ou tel service. Et ces règles, elles s'appuient sur le pass de la requête, des headers, des critères arbitraires, par exemple un poids, comme là on va le définir. On va pouvoir aussi définir des règles de réécriture d'URL. Donc c'est des fonctionnalités assez classiques. Ensuite, on va avoir un deuxième type de ressources. En fait, ça va être les destination rules. Destination rules, c'est tout simplement la possibilité de grouper des pods par des caractéristiques. Donc, dans le cas de Kubernetes, ça va être tout simplement des labels qu'on va appliquer sur les pods. Typiquement, on va pouvoir créer une destination rule qui va cibler les pods qui ont le label version égale V1. On va pouvoir faire une autre destination rule qui va porter sur les pods qui ont le label version égale V2. Il y a une autre caractéristique des destination rules, c'est qu'elles portent toute la configuration de la communication. Typiquement, la configuration du TLS entre proxys, ça va se faire à ce niveau-là, les pools de connexion, etc. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est bien sûr, là j'étais dans mon service mesh, mais ce qu'on veut, c'est donner accès depuis l'extérieur et aussi contacter des services qui sont potentiellement à l'extérieur. Donc pour ça, en fait, on a deux composants qui sont fournis par la plateforme, qui vont être les ingress et les egress. Et ça, c'est juste des proxys qui vont être standalone, donc qui ne sont pas accompagnés d'un conteneur applicatif. C'est juste un proxy en plus. Et en fait, au niveau de ce proxy-là, on va configurer une ressource particulière qui vont être des gateways. Alors on peut le voir comme des listeners, c'est juste on va dire j'écoute sur tel port en entrée et j'écoute sur tel port pour le trafic sortant. Ensuite, on va définir des règles via les virtual services, donc là ce qu'on a vu juste avant, et on va dire tout ce qui rentre dans ma gateway, je vais pouvoir le rediriger vers tel service, via les règles. Et il y a une petite notion particulière, je ne vais pas forcément me pesantir là-dessus, mais c'est la notion de service entry. Service entry, c'est la déclaration au sein du service, au sein du cluster Kubernetes, c'est la création d'un service dans le cluster Kubernetes pour quelque chose qui existe à l'extérieur et qui n'existe pas à l'intérieur. C'est juste une notion purement technique. C'est pour déclarer en fait que le service est externe au service mesh. Alors il y a d'autres types de ressources, mais avec ça, on a déjà la matière suffisante pour illustrer pas mal de cas d'usage de Istio. OK. Donc maintenant, on va montrer une petite démo. On va voir déjà en quoi consiste une installation d'Istio. OK. Est-ce que vous voyez tous le terminal ou j'ai besoin de zoomer? Non, non. Encore? Ça va? Encore? C'est bon? OK. Donc je vais revenir là. Yes. Donc l'installation, bon, là c'est un mode démo, hein, donc c'est pas forcément, c'est pas le mode production, mais elle est quand même relativement simple. Il y a deux choses principales. La première, ça va être tout ce qui va être custom resource definition. Donc Kubernetes, pour déployer des services, des pods, des répliques assets, etc. On va avoir une grammaire propre à Kubernetes, mais on a la possibilité aussi d'importer une grammaire custom. Et Istio s'appuie sur cette possibilité-là. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on crée la grammaire propre à Istio. Donc ça, je l'ai déjà fait, pas de souci particulier. Ensuite, on va créer les composants propres à Istio. Donc là, en fait, ils nous fournissent une description de la plateforme pour des besoins de démo, et c'est celle-ci que j'ai installée. Donc on va voir, donc je l'ai déjà fait. On va jeter un coup d'œil au niveau des namespace Kubernetes. Donc en fait, j'ai déjà un namespace Istio donc, qui contient tous les composants qui ont été installés par la plateforme. On va regarder quels sont les pods déployés dessus. Yes. Hop. Donc là, on retrouve les composants dont je vous ai parlé. On a le Citadel pour gérer tout ce qui est TLS. On a le composant egress gateway, ingress gateway pour tout ce qui est sortant et entrant. On a le composant pilote pour tout ce qui va être création et maintien à jour des proxys. Et on a les sidecar aussi qui intervient là-dedans.
Policy, télémétrie, tracing, c'est tous les composants mixeurs pour la collecte et l'évaluation de règles des services. Et aussi, pour des besoins de démo, il nous propose une intégration déjà configurée de Prometheus avec Grafana et aussi un petit outil qui nous permet de visualiser un graphe de la communication dans le système. Okay. Deuxième chose qu'on va faire, je reviens ici, on va créer un namespace qui va être dédié à notre applicatif cette fois. Et donc dans ce namespace, c'est une ressource Kubernetes, namespace, qu'on va appeler prod. Et une particularité, c'est qu'on va lui attribuer un label qui va être Istio Injection. Et en fait, ce label-là va dire à Istio, attention, tous les pods que tu vas déployer sur ce namespace-là, je vais leur attacher un proxy et je vais configurer les règles IP tables dont je vous ai parlé. Donc c'est ça qui permet d'avoir la configuration automatique des proxys sidecar. OK, donc dans ce namespace-là que j'ai déjà créé, qui s'appelle prod, on va regarder, normalement, j'ai rien dessus. Voilà, donc j'ai aucun pod déployé. Donc maintenant, on va montrer... Alors, je reviens là-haut. Yes. On va montrer des possibilités de traffic management. Donc pour ça, je vous situe un peu le contexte de la démo. Donc l'idée, c'est d'avoir un truc simple. Normalement, c'est beaucoup plus compliqué, mais on va avoir un service utilisateur qui va être accédé de l'extérieur, qui va communiquer avec un service repository. Le service utilisateur, ça va juste être une API REST qui va nous retourner des informations sur un utilisateur, accompagné des repositories GitHub associés à cet utilisateur. Deuxième étape, je vous fais d'abord toutes les étapes et ensuite la démo. Dans une V2, en fait, je vais avoir un service repository V2 qui, lui, va communiquer avec une API externe qui va être GitHub, qui va nous remonter les langages associés à chaque repository. Et ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est dire, je vais tester, donc je vais envoyer seulement 25% du trafic sur la V2 et 75% sur la V1. Et je vais devoir aussi configurer une gateway en sortie pour communiquer avec l'extérieur. Et dans l'étape 3, je vais tout simplement basculer l'intégralité du trafic sur la V2. Et donc, j'aurai les informations des langages systématiquement dans toutes les requêtes. Donc, première étape, on va voir les déploiements. Donc, pour ça, on va avoir le service user. Donc là, je crée un service. Donc ça, c'est du pur Kubernetes. Alors, juste pour info, je vais vous montrer pas mal de YAML. Ce n'est pas l'objectif forcément de la démo, mais c'est juste pour vous donner des petits insights, des petites pistes pour comprendre comment ça se passe derrière. Si vous n'avez jamais manipulé ça, ce n'est pas très grave si vous n'arrivez pas à suivre. Donc, l'idée, c'est qu'on va déployer un service user qui va cibler les pods d'un déploiement user V1. Donc, le user V1 va s'appuyer sur une image qui s'appelle user 1.0 et il va avoir le tag version égale V1 en plus du tag app-user. OK. Donc là, je crée le déploiement pour la partie utilisateur. Pardon. Merci. Donc j'ai créé le service et l'utilisateur, enfin le déploiement en V1. Même chose pour le service repository. Hop, donc je vous montre. On a le service repository qui cible tous les pods avec le tag, enfin avec le label app égale repository. Je crée un déploiement repository V1 qui va contenir des pods avec un tag version égale V1, l'image 1.0. Et pour la V2, je vous le montre tout de suite, on va avoir le déploiement repository V2 avec le tag version égale V2 sur l'image 2.0. Et sur l'image 2.0, j'ai besoin d'avoir un GitHub token pour communiquer avec l'API externe. Voilà, donc on déploie ça. Donc j'ai créé le service, le déploiement V1, le déploiement V2. Donc ce qu'on va faire, c'est de créer la première partie, c'est la gateway pour recevoir du trafic en entrée. Hop. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. En fait, on a dans l'API version, on voit qu'on a une version qui est propre à Istio. On est dans un namespace Istio, donc là c'est propre, c'est une grammaire propre à Istio. On va avoir le type de la ressource qui va être une gateway. Et cette gateway, en fait, elle va être déployée au niveau de composants Ingress Gateway qu'on a vu tout à l'heure de Istio. Et bon, là, pour des besoins de démo, j'utilise Kubernetes for Mac. Donc, je n'ai pas de nom de domaine associé à mon service, donc j'autorise tout. Et en fait, j'écoute sur le port 80 en HTTP. Donc, je pourrais aussi le faire en HTTPS, mais le certificat n'est pas reconnu. Vous voyez l'idée, c'est bon? Hop, on déploie ça. Donc là, on a créé... Enfin, ça prend un peu de temps. Donc là, on a créé notre ressource de type gateway. Ensuite, ce qu'on va définir, ça va être les destination rules. Destination rules, si vous vous rappelez, c'est pour cibler telle version ou telle version. Donc pour le service user,
il n'y a pas trop de questions à se poser. On va cibler la version V1. Là, on active juste du TLS entre pour pouvoir communiquer avec ce service. Ensuite, on va avoir Destination Rule pour le service repository. Et là, on va avoir deux possibilités. Là, on va créer ce qu'on appelle des subsets qui vont être nommés V1, qui vont sélectionner tous les pods qui ont le label version égale V1 ou pour le deuxième, version égale V2. Donc c'est là en fait qu'on crée deux destinations différentes en fonction des pods et en fonction des labels sur les pods. Là, c'est la destination rule de GitHub API, c'est pas la peine de trop s'apesantir dessus. OK, donc on déploie ça. Donc là, j'ai créé la destination rule pour repository et user. La dernière chose qui nous manque, c'est la notion de virtual service qui va définir les règles du jeu pour diriger le trafic sur une version ou sur une autre. Donc là, on va prendre la V1, étape 1. Alors, je vais d'abord montrer la partie repository qui est plus simple. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, on va créer toujours dans un namespace propre à Istio un virtual service qui va s'appeler repository, qui va être dans notre namespace prod. Et en fait, ça permet de définir que tout le trafic à destination du service repository, je l'envoie dans un premier temps à destination du service repository, mais pour le subset V1. Donc là, je vais cibler que les pods qui sont en version V1. Pour le user, c'est un tout petit peu compliqué, mais pas non plus insurmontable. Donc on a toujours cette notion de destination. Je vais envoyer le trafic sur le service user, toujours dans le subset V1, donc j'ai un seul subset. En revanche, il y a une petite subtilité, c'est comme c'est du trafic entrant, et ce trafic entrant, cette règle-là, je vais la faire porter par la gateway, donc je l'associe à la gateway en entrée, et je dis ce trafic-là est autorisé pour tous les hosts, parce que, comme là, je suis dans une configuration Kubernetes for Mac. Mais sinon, en fait, ici, on aurait le point d'entrée du service, donc le nom du service externe. OK, donc on déploie la V1. OK, donc les deux virtual services ont été créés. Maintenant, on peut interroger le service. Donc je l'ai déployé sur localhost. Et comme j'écoute sur le port 80, je n'ai pas besoin du port. Et on va interroger. Donc ça, c'est des données fictives que j'ai créées juste pour la démo. Je vais demander la liste des repositories pour l'utilisateur Istio. On va faire du JQ. Hop. Voilà, donc là, en fait, j'ai l'information sur l'utilisateur. Les deux repositories, Istio et Envoy, bon, bien sûr, c'est des données fictives. Et donc là, j'ai mon service qui a été... j'ai mes données qui viennent, bien sûr, de mes pods, et je cible que la V1 de repository. Donc si je recommence la requête, je n'ai pas les langages. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va diriger une partie du trafic sur la V2. Donc pour ça, on va juste changer la règle des virtual services. Pour le repository, ce qu'on va appliquer, c'est qu'on va définir deux destinations, toujours sur le même service, mais en revanche, on va cibler le subset, donc la destination rule, V2 et V1, avec des poids différents, 75% et 25% sur la V2. Ce qu'il nous faut dans la V2, c'est bien sûr aussi avoir la partie gateway en sortie. Donc on va la déployer. Gateway en sortie, c'est un petit peu le même principe que la gateway en entrée. Donc on va toujours créer un objet de type gateway qu'on va faire porter sur la gateway, sur le composant Istio dédié à ça. Et là, en fait, la seule chose qu'on exprime, c'est qu'on autorise le trafic à destination de l'API GitHub et on écoute sur le port 443 au niveau de la gateway. Ensuite, on crée le virtual service. Donc là, je ne vais peut-être pas forcément m'apesantir dessus, la configuration est un petit peu compliquée. Mais l'idée, c'est qu'en fait, là, c'est juste une règle qui permet de rediriger le trafic sur cette gateway-là. Donc là, on déploie la gateway. Donc on a les trois services qui ont été créés. Et je crée la version V2 des virtual services. OK. Donc maintenant, si je recommence les requêtes, hop, donc je devrais avoir 75% du temps si tout fonctionne bien. Voilà, donc là, il est en train d'interroger le service distance. Ça prend un peu plus de temps. Voilà, donc là, j'ai les langages associés aux différents repositories Istio et Envoy. Donc on voit qu'on a essentiellement du C++ pour le proxy et du Go pour Istio. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va diriger l'intégralité du trafic sur la V2. Et donc là, on change pas grand-chose. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on dit cette fois-ci, il y a 0% du trafic qui part sur la V1. Hop. Donc on va juste le faire pour la petite démo.
Cette fois-ci, à chaque fois que je fais une requête, j'interroge le service distant et j'ai toujours les langages qui sont déployés. Donc là, j'ai bien redirigé l'intégralité du trafic sur la V2 de repository. Alors bien sûr, je reviens sur la présentation. Bien sûr, on va avoir avec ce mécanisme-là la possibilité de brancher plus facilement sur des outils externes, on va avoir des intégrations facilitées. Très rapidement, on va montrer. Donc là, j'ai fait des requêtes. Hop, je rafraîchis. Sur la partie user. Voilà, donc les requêtes que j'ai envoyées au niveau du service, forcément, on a toutes les métriques qui sont exportées par les proxys au niveau du composant mixeur de la plateforme Istio, et lui est capable de les envoyer à des outils qui nous permettent de faire du monitoring. Donc là, c'est déjà configuré sur la configuration de démo, donc c'est vraiment facile à obtenir et ensuite à utiliser. Là, on voit les requêtes qui ont été opérées, donc on a le nombre de requêtes par seconde, le taux de succès, la durée, la latence, choses comme ça. On peut voir même que, alors je ne sais pas si je vois très bien, qu'on a du TLS entre les services qui est activé. Et on peut voir la bascule. Alors je ne sais pas si je la vois par source. Où est-elle? Bon, je ne la retrouve pas, ce n'est pas très grave. On peut aussi avoir, étant donné que la communication est contrôlée par les proxys, on peut avoir du tracing très facilement. Donc je ne sais pas si vous connaissez Jagger, mais ça nous permet de voir en fait. Je vais rafraîchir. Hop. Donc là, les appels que j'ai faits, certains sont communiqués aux composants mixeurs avec des traces. Donc l'idée des traces, c'est d'avoir la durée d'un appel d'un service et des appels sous-jacents. Et donc là, on peut vraiment avoir ça de manière simple. Typiquement, le user, on peut voir que la durée est de 270 millisecondes environ. Et pour le repository, un petit peu moins, mais en fait, on voit que la majorité du temps est consommée dans le service repository. De la même manière, bon là c'est un petit peu anecdotique, c'est plus pour la démo, on peut avoir un graphe des communications. On voit en fait que le trafic passe par la gateway en entrée, ensuite passe par le user V1, ensuite par le repository V1 et aussi repository V2 ensuite. Et il y a aussi du trafic vers le composant de télémétrie. Okay. Donc j'ai fini pour la démo. Il y a pas mal d'autres choses que j'aurais bien aimé vous montrer, mais faute de temps, on va passer un peu plus rapidement. Donc le ingress, donc je vous ai déjà montré, c'est la gateway. L'idée, c'est vraiment juste de déployer un composant et d'avoir un listener qui permet de recevoir du trafic en entrant. C'est un peu similaire pour la gateway. Ensuite, vous avez des virtual services qui vont s'appliquer sur cette gateway qui permettent de dire où rediriger le trafic en entrée. Il y a d'autres possibilités. Donc traffic splitting, on l'a aussi montré pendant la démo. Donc l'idée, c'est de dire certaines requêtes vont être envoyées à certaines destinations et d'autres, par exemple, sur une V2. Accompagné, bien sûr, des destination rules. Il y a d'autres possibilités. Alors là, c'est des choses, typiquement, on va pouvoir faire des conditions au niveau de la requête. Par exemple, ici, j'illustre le fait que sur une requête qui commence par /V2, on va rediriger tout le trafic sur la destination V2 et sinon, je redirige sur la VM. On va aussi pouvoir configurer des choses comme fiabiliser la connexion avec des pools de connexion au niveau des destination rules, ou même pouvoir configurer facilement du circuit breaker sur la destination rule. Là, c'est un exemple qui dit juste, au bout de 10 erreurs sur cette destination-là, dans un intervalle de 1 minute, j'arrête de communiquer pendant 1 minute avec cette destination-là. Vous voyez que c'est juste pour vous montrer qu'en fait, c'est simple à mettre en place une fois qu'on a toute cette architecture, tous ces services-là. Une autre possibilité qui peut être intéressante, ça va être la possibilité de dupliquer un flux, faire du mirroring. Donc là, en fait, pareil, c'est encore 2-3 lignes à ajouter dans la description de son virtual service. Et ça permet, par exemple, de simuler un trafic sur une V2, enfin, avoir le trafic de prod sur une V2 en attendant, par exemple, qu'on l'ait vraiment déployé en production et de permettre éventuellement de détecter des bugs ou des problèmes en amont. Et ça se configure assez facilement. On va pouvoir aussi injecter des erreurs. Typiquement, là, on va injecter une latence de 1 seconde sur tous les appels qui passent par cette virtual service. Configurer un timeout aussi, éventuellement. On va pouvoir faire du rejeu. Typiquement, là, si on a une erreur au niveau de l'application, au niveau du proxy, on va réessayer 3 fois avant de remonter l'erreur au niveau de l'application. Alors, il y a bien sûr d'autres possibilités. Hein. Je n'ai pas eu le temps de toutes les évoquer. On va pouvoir appliquer du rate limiting. On va pouvoir définir des règles arbitraires au niveau des requêtes qui passent par les proxys.
Donc ça peut être des règles qui portent par exemple sur des attributs de la requête, ou ça peut être des règles qui portent sur la destination ou la source. En fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. Je ne les ai pas montrés. On peut aussi définir des règles d'authentification, d'autorisation. Il y a aussi la possibilité de forcer du TLS. Là, un cas d'usage qui me vient à l'esprit, c'est par exemple, j'ai une application qui consomme une API externe en HTTP, et en fait, via des règles de redirection, on peut forcer du HTTPS. Bon. Il y a sûrement plein de cas d'usage que j'ai oubliés, mais en fait, l'idée, c'est plus vous montrer comment ça se passe sur Istio ou dans le cas de Service Mesh, plutôt que refaire la passe sur l'intégralité de ces fonctionnalités-là. C'est des choses en fait assez classiques, mais adaptées dans un contexte différent. Alors pourquoi faire du Service Mesh? Ce sera un petit peu le mot de la fin. La vraie question qu'il faut se poser, c'est, bon, au-delà du fait que ça a l'air sympa, etc., je trouve que c'est vachement adapté, enfin véritablement adapté à des communications, à des architectures où la communication est très contrainte. Donc en fait, quand on a beaucoup d'instances d'applications, quand on a beaucoup d'intercommunication entre les services, et quand on a aussi un parc applicatif qui va être très hétérogène, autrement, des approches classiques peuvent potentiellement faire l'affaire. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, il faut savoir... en fait, la question qui va se poser, c'est qui va bénéficier en fait, de ça, et pour quelles raisons. Ça peut être les équipes de dev qui veulent tout simplement gérer leur montée de version plus simplement, avec un outil qui leur facilite la vie. Ça peut être des équipes d'ops qui veulent, je ne sais pas, mettre en place un outil de monitoring uniforme au sein de toute leur plateforme. Ça peut être les équipes de sécu qui veulent sécuriser toute leur communication. Alors en fait, ça tire vraiment une question fondamentale, c'est qui va administrer ces règles. Parce qu'en fait, bon là, je l'ai montré sur des exemples, c'est assez simple, il y a quelques fichiers, mais il n'y avait que 2 services. Vous imaginez bien que quand on est, je sais pas, sur une cinquantaine de services avec des communications dans tous les sens, ça peut vite devenir très compliqué à gérer. Et bien sûr, quand on est dans ce mode-là, il faut quand même donner de l'autonomie aux équipes qui travaillent avec, mais il faut quand même contrôler d'un autre côté ce qui se passe, enfin les communications qui passent au sein de toute la plateforme. Et donc là, on retombe dans les pratiques DevOps, code review, et il faut savoir parler en fait de cet outil-là et savoir l'expliquer et diffuser les bonnes pratiques. Et donc en fait, c'est pour ça que je nuance un petit peu le Service Mesh, c'est génial, mais il faut savoir l'utiliser. Et donc il y a des murs à franchir avant de pouvoir l'utiliser correctement. En revanche, c'est quand même quelque chose à surveiller. Je pense que ça viendra de la même manière que Kubernetes a un petit peu conquis tout le marché. Ça viendra dans les années à venir. En takeaway, pour moi, Service Mesh, c'est juste une approche différente du problème de la communication. C'est imposé par les contraintes des microservices et de l'orchestration des conteneurs. Et c'est juste une localisation différente des fonctionnalités. On va avoir un proxy qui va être en dehors de l'application, mais il va être quand même pas très loin, puisqu'on va avoir un proxy par instance d'application. Et l'idée forte, c'est que ces proxys-là vont former un réseau qui va être piloté de manière centrale et de manière uniforme. En revanche, les fonctionnalités, c'est des fonctionnalités qu'on connaît, mais qui sont quand même beaucoup facilitées puisqu'on a une configuration uniforme et centralisée. Et centralisée par le fait que l'outil est unique. Je crois que j'en ai fini. Merci, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est bon. Donc du coup, on a une dizaine de minutes pour les questions-réponses. Oui. Bonjour, merci pour la présentation, c'était super. J'avais juste une question par rapport aux mécanismes qui existent déjà dans Kubernetes. Ce que tu peux faire déjà de la gestion de trafic pour, par exemple, autoriser des communications entre services, tout ça. Donc, savoir un petit peu comment ça s'articulait par rapport à ça, si c'est quelque chose qui vient en parallèle du reste, c'est ça? En fait, ça se base essentiellement sur la notion de service. Mais c'est, comment dire, les règles sont vraiment gérées par le proxy. En revanche, derrière, une fois que... en fait, la notion de service, elle intervient dans l'évaluation des règles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait les règles host, destination, le host, en fait, ça correspond au service Kubernetes. Donc ça joue un petit peu en coopération avec Kubernetes, mais en revanche, pour tout ce qui va être gestion du trafic, c'est vraiment propre à Istio. Donc c'est vraiment du mécanisme qui vient en plus finalement de Kubernetes, quoi. Ouais, typiquement, ils n'ont pas repris le mécanisme d'ingress de Kubernetes. Ça, ils ont utilisé leur proxy qui place en entrée. Mais en revanche, si le trafic n'est pas routé vers cette ingress gateway de Istio,
ça ne peut pas se faire. Donc c'est vraiment coopératif en fait. Ok. En fait, j'ai une question concernant en fait, la haute dispo au niveau Istio. On sait que ça va rentrer par Istio. Est-ce qu'aujourd'hui, il gère bien le sujet haute dispo au cas où le point d'entrée il tombe? Ouais. Alors sur la documentation, oui. Après, comme je ne l'ai pas mis en prod, je ne peux pas dire. Mais dans la documentation, oui. Mais je ne l'ai pas testé. Voilà. D'accord. Je préfère mettre. D'autres questions? Merci pour les talks. Je voulais savoir si tu avais une idée de l'overhead en termes de performance, de tout ce qui est... Ouais. Alors en fait, ça fait partie des liens. Il y a une des vidéos, c'est Introducing Envoy-Based Service Mesh at Booking.com. Et ils parlent justement de cet overhead. Et pour eux, ils estiment que c'est acceptable, parce que c'est de l'ordre de 1 milliseconde par appel. En fait, dans leur cas, c'est acceptable. Mais après, c'est sûr que si on est dans des requêtes qui sont à l'échelle, je sais pas, de 10 millisecondes, là c'est peut-être problématique. Mais dans leur cas où on est acceptable à 50, 100 millisecondes, ça pose pas de problème. Mais il y a un petit overhead effectivement. Ouais. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Merci pour le talk. Tu as fait une présentation avec Kubernetes, donc l'intégration avec Kubernetes. Est-ce qu'on peut l'intégrer avec autre chose, avec Swarm notamment ou... Swarm, je sais pas. Je sais qu'il y a des intégrations nomades et consul. Il y a aussi dans le schéma d'archi, ils disent supporter la plateforme Mesos et Cloud Foundry. Alors Cloud Foundry, je ne connais pas. Mesos, je n'ai pas testé non plus. Ouais. Swarm, je ne sais pas. Okay. On a une autre question du coup ici. Ouais. Pardon. C'est au fond. Du coup, j'avais une question. Les envie proxy, ceux qui sont par proxy, par conteneur, est-ce qu'ils sérialisent et désérialisent les messages qu'ils reçoivent ou ils font du pass-plat? Non, pour moi, ils décodent que la partie en tête et de la requête. Après, ça dépend de ce que tu veux faire. Est-ce que tu peux rentrer dans le contenu? J'ai pas vu de fonctionnalité qui était liée à ça, mais je pense qu'il y a énormément de rebonds. Si on commence à compter les rebonds avec une architecture microservice, ouais. Si un front appelle 5 back-end, on multiplie les appels par 10, par 3 minimum. Ouais. Je pense pas qu'ils mettent le nez dans le body. Après, c'est que ma conviction à moi, ça engage que moi. De creuser. Okay. Merci. Parce qu'en fait, tu peux mettre en place des règles qui vont se baser sur des headers, sur les headers de la requête quand tu fais du HTTP, etc. Ça, je sais que c'est possible. En revanche, au niveau du contenu, j'ai pas vu de fonctionnalité liée à ça. Oui. Alors, on a le temps pour une dernière question. J'en ai vu une par ici, je crois. Non? Ouais. Merci pour la présentation. Vous avez dit que sur le circuit breaker, il était sur le proxy. En fait, le service qui est dans l'autre côté, d'autre partie du sidecar, en fait, est-ce qu'il ne sait pas que le service cible n'est pas disponible, il continue d'appeler indéfiniment? Comment il a l'info que le service cible qu'il est en train d'appeler, il n'est plus disponible? Ou on accepte qu'il continue d'appeler indéfiniment, c'est le proxy qui gère en fait? Ça peut être tout simplement sur le code retour HTTP. Hein. Ça s'appuie sur ça en fait. Enfin, je ne sais pas si je réponds à ta question, pardon. Oui. D'accord. En fait, oui. C'est comme le mécanisme de retry. C'est-à-dire que là, il n'y a pas la conf, mais tu vas juste... le proxy va faire la requête basée sur le code HTTP. Si par exemple, tu as une erreur 500, la requête va être rejouée. Ok. Bon, merci Sergio. Merci.